Vous êtes à l'écoute de Radio J, c'était il y a 70 ans, le départ des Juifs d'Irak. 7 décennies après leur exode massif, aujourd'hui, le pays ne compte plus que 4 Juifs. Pourtant, la communauté juive d'Irak, pays dénommé autrefois Mésopotamie ou Babylonie, était nombreuse. Leur histoire est même racontée dans la Bible pour se terminer dans les années 50. Et oui, entre 1950 et 1951, ce sont près de 120 000 Juifs irakiens qui finissent par quitter le pays, la plupart pour Israël. On va en parler, mais d'abord, il faut revenir sur l'histoire de ce peuple, une histoire très ancienne, puisque les Juifs irakiens sont en effet la plus vieille communauté de la diaspora juive au monde. Ils occupent une place cruciale dans l'histoire du judaïsme, car venant d'Irak, ils sont issus de cette terre où naquit autrefois le patriarche Abraham et où se situait, selon la tradition biblique, le jardin d'Éden. Leur histoire remonte donc à l'ère biblique dans cet empire qui était appelé autrefois, on l'a dit, Babylone. En fait, c'est à la suite de la prise de Jérusalem par l'empereur Nabuchodonosor II en 587 avant notre ère que les Juifs sont exilés sur ce territoire de Babylone. Ils sont arrivés prisonniers quand l'empereur a détruit le temple de Salomon à Jérusalem. Les racines des Juifs d'Irak remontent donc à 2600 ans en Irak. Ils sont même considérés comme ceux qui ont écrit le Talmud de Babylone. Et cette communauté juive restera forte au moins jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on dénombrera donc le nombre de Juifs irakiens à 120 000. C'est vrai, quelques années auparavant, Bagdad sous domination ottomane est une terre plutôt saine pour les Juifs, qui représentent alors la deuxième communauté de la capitale et 40% de ses habitants. Ce n'est pas rien. Mais les persécutions et les pogroms liés au conflit judéo-arabe de 1947 et bien avant d'ailleurs, dès les années 1930, on va en parler, obligeront les membres de la communauté à se réfugier donc pour la plupart en Israël. La communauté juive a dans sa quasi-totalité fui le pays. Seuls, on l'a dit, quelques dizaines d'entre eux vivent encore aujourd'hui en Irak. Seulement 4 en fait. Rendez-vous compte, 4 juifs de nationalité irakienne qui habitent dans tout l'Irak fédéral hors Kurdistan. C'est ce que rapporte Edwin Shuker, un juif irakien né dans le pays en 1955 et exilé depuis ses 16 ans en Grande-Bretagne. Et pourtant, il subsiste encore en Irak des traces de cette communauté juive, notamment un cimetière juif au cimetière de Habibia à Bagdad, coincé entre le monument des martyrs érigé par Saddam Hussein et le bastion chiite de Sadr City. Mais bien sûr, on s'en doute, les visites se font plutôt rares. Alors on va parler de la fondation de l'État d'Israël, justement, avec cette entrée des Juifs irakiens dans le pays, leurs conditions à cette période. Mais d'abord, il faut revenir quand même bien en arrière pour comprendre leur situation déjà au début du XXe siècle. À l'époque, c'est vrai, si en général les Juifs ne souffrent pas d'antisémitisme, il faut tout de même signaler dans l'histoire du pays une importante émeute anti-juive qui aura lieu le 15 octobre 1908. Les Arabes suspectent alors les Juifs d'être favorables au gouvernement jeune turc et de nombreux Juifs seront battus. Nous sommes en 1908 et puis les choses vont se gâter, notamment avec le mandat anglais. Si les Juifs d'Irak obtiennent pour la première fois un statut d'égalité avec les musulmans, cette présence britannique est reçue avec méfiance par la majorité de la population. D'ailleurs, comme ça a été le cas en Algérie bien plus tard. Dans tout le monde arabe des années 1930, la tension monte entre les communautés juives et arabes. Le nationalisme arabe s'installe en Irak et l'émergence des théories sionistes vient en plus mettre du feu aux poudres. Cette idéologie sioniste du retour des Juifs sur leur terre ancestrale, mais où vivent désormais de nombreux Arabes, ne plaît pas aux gouvernants radicaux. Le pays devient profondément anti-sioniste, s'il n'était pas déjà, en tout cas, antisémite. Entre 1936 et 1939, une dizaine de Juifs seront donc assassinés et une synagogue est même visée dans un attentat à la bombe. Un attentat qui, fort heureusement, échouera, prévu en plus le jour de Kippour en 1936. Donc on peut imaginer les dégâts qu'une telle attaque aurait pu faire. Mais d'autres lieux de culte, si cette attaque ne réussit pas, seront visés dans les années suivantes. Les dirigeants de la communauté irakienne sont même priés, écoutez bien, de publier des déclarations antisionistes pour apaiser la population. En fait, les Juifs sont vus d'une part comme associés aux Anglais coloniaux et d'autre part comme tous des sionistes, alors que c'est loin d'être le cas. La communauté juive irakienne, d'ailleurs, est peu impliquée dans la future fondation de l'État d'Israël et certains de ses membres sont même ouvertement
antisionistes. On peut citer Menachem Sali Daniel, sénateur et philanthrope juif irakien. Et puis d'autres prennent parti aussi de cette hostilité, comme les écrivains juifs Mourad Michael et Anwar Shaul. Alors l'année 1937 marquera un tournant dans l'histoire des Juifs d'Irak avec l'influence de l'Allemagne nazie, une influence qui devient véritablement notable dans le pays. Pour les Arabes irakiens, l'Allemagne du Troisième Reich est surtout appréciée en tant qu'ennemie des Britanniques. De leur côté, pour les Allemands, cette nouvelle alliance leur permet d'importer l'antisémitisme européen dans le monde arabo-musulman. L'antisémitisme n'a alors plus aucune limite. Baldur von Schirach, le chef des jeunesses hitlériennes, est reçu par le roi irakien Ghazi Ier et l'encourage à développer le modèle des jeunesses hitlériennes en Irak. Et oui, vous entendez bien. Et d'ailleurs, les Irakiens, les nazis invitent aussi une délégation irakienne. C'est le comble à la convention du parti nazi de septembre 1938. L'alliance la plus marquante, on le sait, de cette sordide alliance entre l'Allemagne et les Arabes, c'est certainement aussi celle entre le grand mufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, chassé par les Anglais profondément pro-nazis, et l'Irak qui l'accueillera à bras ouverts dès octobre 1939. 2 ans plus tard, d'ailleurs, c'est un terrible massacre dont seront victimes les Juifs. Nous sommes alors en 1941. Les tensions sont toujours aussi vives entre l'Angleterre coloniale et l'Irak. Lors de ce conflit, des agressions antisémites violentes sont de mise. Une attaque d'abord dans le village de Sandour, on peut la citer, une attaque qui a fait 10 victimes juives. Puis bien plus tard, un énorme massacre baptisé le Faroud, soit pogrom en arabe, qui a lieu pendant la fête de Shavuot. Alors, le Faroud, c'est un véritable massacre. On l'a dit, seront commis des viols, des pillages. 135 à 180 juifs, selon les historiens, seront tués. Plus de 500 blessés. Les responsables irakiens justifient alors leur acte comme une réponse au soutien présumé des juifs à la politique anglaise. De leur côté, les juifs du pays imputent l'événement à des extrémistes nationalistes influencés par le nazisme. À bout, suite à cet événement, 1 millier de juifs quittent alors l'Irak, la plupart pour l'Inde, plus accueillant. Le Faroud laissera donc indubitablement une marque indélébile dans la mémoire des Juifs irakiens, si bien que plus tard, le gouvernement d'Irak attribuera des indemnités pour les dommages subis. Mais vous le savez, les personnes ne retiennent rien de l'histoire. Très souvent, à partir de 1947, 2 nouvelles mesures viennent viser les Juifs d'Irak. Interdiction d'acheter des terres appartenant à des Arabes et puis dépôt de 1500 livres sterling pour tout voyage à l'étranger. Et cela malgré, on le rappelle, le fait que les Juifs irakiens soient plutôt antisionistes. D'ailleurs, quand les Nations Unies votent le partage de la Palestine mandataire, le grand rabbin d'Irak, Sassoun Kaddouri, déclare rejeter le sionisme et soutenir les Arabes. Mais la haine des Juifs est bien présente. Même la participation des Juifs à des manifestations antisionistes donc ne peut rien y faire. Une synagogue de Bagdad sera incendiée le 27 avril 1948. La même année, la proclamation de l'État d'Israël accentuera encore davantage la pression déjà prenante depuis une quinzaine d'années. Les fonctionnaires juifs doivent donc quitter le gouvernement. Les Juifs n'ont plus le droit de partir du pays ni de faire des transferts d'argent. Pour conclure, quand même, les choses évolueront en 1950. C'est l'année du Taskit, l'exode, plus connu sous le nom de Sentel Taskit. Ainsi, en mars de cette année, une loi irakienne de dénaturalisation est promulguée. Elle permet aux Juifs d'émigrer à condition que ces Juifs perdent leur nationalité. Auront alors lieu à cette période de très graves attentats à la bombe qui causeront la mort de 6 Juifs. Le jeune État d'Israël, voyant cela, organise l'opération Ezra et Néhémie. 110 000 Juifs irakiens se réfugient en Israël, soit 110 000 personnes, 96% de la communauté du pays. La plupart renoncent à leur nationalité face à la haine que cela engendre, en effet, comme sous la Shoah. En 1951, les Juifs dénaturalisés seront spoliés de tous leurs biens. Et donc, dès 1952, il ne reste plus que quelques milliers de Juifs en Irak qui vont se heurter à une hostilité grandissante des autorités et de la population. La plupart partiront après des pendaisons publiques d'espions israéliens avec le parti Baas qui arrive au pouvoir. À ce jour, il faut noter que la loi irakienne punit toujours de mort la promotion du sionisme.